La question, c'est quel regard vais-je porter sur les choses et quelle intériorité puis-je pouvoir découvrir? Je pense à cette petite histoire d'un paysan qui gardait des moutons en montagne. Il voit arriver un homme avec une Porsche Cayenne, un complet Armani, les chaussures Gucci, les lunettes Ray-Ban, la cravate Hermès, l'ordinateur portable, téléphone satellitaire, logiciel de dénombrement, dossier Excel, parfait. Et dit, monsieur, si je vous dis le nombre exact de brebis et de moutons que vous avez, est-ce m'en donner un? Et le gars dit très volontiers. Alors il branche son satellite, son téléphone, satellite, et dit 1237. Et le gars dit, vous avez raison, c'est le nombre exact, choisissez votre bête. Alors le gars prend une bête, la met dans le coffre de sa Porsche Cayenne, et le paysan dit, attendez, et si je vous dis le métier que vous faites, est-ce que vous me rendez ma bête? Il dit, volontiers. Vous êtes diplômé ingénieur qualité, vous faites des audits. Il dit, comment vous savez? Vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé, vous voulez être payé pour avoir répondu à une question dont je savais pertinemment la réponse par avance. Et manifestement, vous ne connaissez absolument rien à mon métier. S'il vous plaît, rendez-moi mon chien. En venant ici, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, je voyageais de France, du sud de la France en Suisse, et j'arrive au péage autoroutier, introdurre la tessera, retirare la tessera. J'arrive au péage autoroutier français, payer le montant indiqué par pièce ou par carte. Et je me suis mis à rêver, comme Verlaine, la voix douce des assistantes d'autoroute blesse mon cœur d'une langueur monotone. Et je m'en vais au vent d'été qui m'emporte de France en Italie et d'Italie en Suisse, dans ma voiture non autonome qui me porte et me transporte. Ou alors, comme Charles Trenet, j'aime le son de cette voix le soir au fond des péages, soit qu'elle me rappelle au porte-monnaie ou qu'elle rend grâce au prix payé. Que deux fois seul dans l'ombre à minuit demeuré, j'ai souri de l'entendre et plus souvent pleuré. Car je croyais ouïr de ces paroles robotiques et bureaucratiques qui annonçaient la disparition d'un sourire énigmatique ou extatique. Et en prenant ces choses-là, je me suis dit, mais tiens, quel est l'être humain? Comment prendre en contraste peut-être ce qui est spécifiquement humain par rapport à cette puissance intelligente qui est en train de se développer dans la robotique? Qu'est-ce qui pourrait, à un moment donné, redonner une spécificité à l'être humain au cœur même de cela? Vous l'avez compris déjà en citant Verlaine et Trenet, j'ai dit quelque chose de cela. J'aurais pu m'inspirer aussi de Ex Machina, d'Alex Garland. Voilà. La question, c'est quel regard vais-je porter sur les choses et quelle intériorité puis-je pouvoir découvrir? Je pense à cette petite histoire d'un paysan qui gardait des moutons en montagne. Il voit arriver un homme avec une Porsche Cayenne, un complet Armani, les chaussures Gucci, les lunettes Ray-Ban, la cravate Hermès, l'ordinateur portable, téléphone satellitaire, logiciel de dénombrement, dossier Excel, parfait. Et dit, monsieur, si je vous dis le nombre exact de brebis et de moutons que vous avez, est-ce m'en donner un? Et le gars dit très volontiers. Alors il branche son satellite, son téléphone, satellite, et dit 1237. Et le gars dit, vous avez raison, c'est le nombre exact, choisissez votre bête. Alors le gars prend une bête, la met dans le coffre de sa Porsche Cayenne, et le paysan dit, attendez, et si je vous dis le métier que vous faites, est-ce que vous me rendez ma bête? Il dit, volontiers. Vous êtes diplômé ingénieur qualité, vous faites des audits. Il dit, comment vous savez? Vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé, vous voulez être payé pour avoir répondu à une question dont je savais pertinemment la réponse par avance, et manifestement, vous ne connaissez absolument rien à mon métier. S'il vous plaît, rendez-moi mon chien. Je vous le dis ça parce que, au cours du World Economic Forum, Ken Goldberg, vous savez, le professeur de l'Université de Californie à Berkeley, à San Francisco et à Los Angeles, disait « Je ne pense pas que nous verrons un jour un robot capable de raconter une blague vraiment bonne. » Il y a quelque chose qui appartient à l'homme. Alors, c'est un petit peu cela dont j'aimerais vous parler maintenant. Qu'est-ce qui fera cette spécificité humaine? Mon ami Dominique Lambert vous a dit les grands défis éthiques et les 10 points, en quelque sorte, ce décalogue des questions éthiques qui se posent en robotique. J'aimerais peut-être prendre la question d'une autre manière. Et la manière première dont j'aimerais aborder cette question de notre place d'être humain là-dedans, c'est ce que nous vivons ici, voyez-vous. Certains sont avec nous par Twitter ou par des moyens informatiques, mais nous sommes là en présentiel. Nous sommes, j'allais dire, chair à chair. Nos regards, nos visages sont là. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement? Eh bien, c'est justement cela, cette chair qui nous appartient. Ce corps charnel qui parfois est difficile à porter, parfois difficile à supporter, parfois qui
nous localise à cet endroit et qui nous empêche d'être à un autre endroit en même temps, quand bien même on peut par la technique essayer d'être à différents endroits au même instant, n'empêche que mon corps est bien ici et si possible ma pensée aussi. Alors, ce qui va faire l'essentiel, voyez-vous, ce n'est pas tant l'intelligence, qui est déjà une qualité humaine extraordinaire et dont on a un émerveillement, une fascination devant cette intelligence, mais que l'on peut partager d'ailleurs dans un développement technique avec la robotique. La question, c'est du cœur et c'est de l'amour. La surprise et la créativité de l'amour. Je disais récemment qu'un quart des Japonais à 30 ans, des hommes, n'ont pas connu l'amour, ne savent pas ce que c'est que d'avoir étreint une personne dans leurs bras, parce que jamais ils n'ont rencontré quelqu'un qu'ils pouvaient étreindre et embrasser. Et c'est peut-être de cela dont j'aimerais relever comme une qualité humaine. Imaginez-vous que Roméo déclare à Juliette « Le néocortex qui fabrique mon moi est excité jusqu'en sa zone de Broca par des stimuli nerveux causés par cet agrégat d'atomes anthropoïdes que par commodité j'appelle toi, Juliette. » On craque, vous savez, c'est la déclaration d'amour qui fait craquer. Ou alors voudriez-vous que nous établissions l'association volontaire d'un homme et d'une femme pour exploiter nos différences et nos similitudes en maximisant conjointement nos ressources de plein temps par l'intermédiaire d'un contrat de mariage pour obtenir un bien-être supérieur à ce que nous pourrions produire chacun séparément. L'optimum de Pareto s'appliquerait difficilement dans ces circonstances. Ou alors, qu'importe que tu sois gentille et belle, si tu es tout entière branchée, viens, mon haut débit, viens, je t'ouvrirai tout de suite dans Windows. On est dans une réalité, voyez-vous, qui nous rappelle l'importance de la chair, l'importance de l'amour, l'importance de cette chair. Anaxagore, le philosophe grec, disait, eh bien, les anciens disaient, la main rend l'homme intelligent. On avait tellement été fascinés par la main humaine qu'on disait que la main était la source de l'intelligence. Et Anaxagore, le premier, repris par Aristote après, dira, non, c'est parce que l'homme est intelligent qu'il a une main, quelque part. Cette main qui travaille, cette main qui crée, cette main qui écrit, cette main qui caresse aussi. Et c'est ce point important que j'aimerais relever. Il y a un sens du toucher qui est unique à l'être humain. Un sens de la caresse, un sens du geste, un sens de la main qui incarne complètement cette réalité-là. Il y a une deuxième chose que j'aimerais relever avec ce sens du toucher, c'est l'importance de cette tendresse qui peut être exprimée entre des êtres humains. La tendresse peut parfois être effraction, on le sait bien, l'amour par effraction, l'amour par violence, l'amour par agressivité. Mais il y a aussi tout cet amour exprimé dans cette tendresse, dans cette justesse du geste, qui dit à l'autre « tu existes pour moi et j'existe pour toi ». Cet échange de la délicatesse du geste qui permet à ce qui est spécifiquement humain d'émerger et d'exister. Et puis il y a ce visage, le visage comme l'épiphanie d'un cœur. On raconte qu'un jour, un bourreau était là en train d'exécuter une personne. Il dit ouais, j'ai bon cœur aujourd'hui, j'ai un œil de verre. Si tu me dis lequel est de verre, je te sauve la vie. Et le gars lui dit c'est le gauche. Il dit comment t'as su? C'est le seul dans lequel j'ai vu briller une lumière d'humanité. On est dans le cynisme le plus total, mais il y a quelque chose, voyez-vous, qui est là. Quel regard, quel visage. L'épiphanie du visage, eh bien, est unique, irremplaçable. Il y a une scène récemment, vous avez vu, par une greffe d'un visage, où une femme a vu sur le visage, sur le corps d'une autre personne, le visage de son frère qui lui avait été greffé. Et elle raconte tout ce que ça lui a fait en disant « mais j'avais le visage de mon frère, mais j'avais la pensée, l'histoire, la vie d'un autre être humain ». Et elle l'a pris dans ses bras, cet homme, en disant « mais il y a quelque chose de mon frère, il y a quelque chose d'étranger qui m'échappe complètement, qui est complètement ailleurs que ce que mon frère était, de ce visage connu et aimé que j'ai vu grandir à mes côtés. » Eh bien, il a passé. Il y a la langue aussi. Il y a la langue qui peut dire les saveurs et qui peut dire les mots. Et puis, la langue qui permet d'exprimer les choses, le baiser des lèvres aussi, qui est là, l'embrassement du baiser. Et puis même le sexe, voyez-vous, le sexe qui dit quelque chose de tout particulier, d'une communion des personnes. Alors, le sexe peut aussi être violence et agressivité, mais peut être aussi expression ultime de la communion des personnes qui dit cette tendresse jusqu'au bout, jusqu'à ce que deux personnes s'unissent profondément. Et tout cela appartient à la dignité humaine. On sait qu'en Chine se développent des poupées artificielles en silicone extrêmement réalistes qui semblent dire les choses. Je ne suis pas sûr que la compagnie soit la même. Voyez-vous, si certains actes peuvent être pratiqués avec cette poupée, je ne suis pas sûr que ce soit la même tendresse et la même réalité humaine qui puisse exister. Cette chair humaine appartient en propre à l'être humain. Et comment, à travers cette charnalité de l'être humain, cette réalité charnelle de l'être humain,
pourrais-je comprendre aussi cette différence spécifique qui va exister avec le robot? Comment puis-je sauver cette différence? Il y a un point, à mon avis, qui me paraît capital et qui est essentiel à l'humanisation de notre humanité. Voyez-vous, on est fasciné par la technique et la technicité, et je le suis aussi, je suis émerveillé de cela. Je suis fasciné par la qualité des prestations qu'un robot peut accomplir, sans faute, si j'ose dire, sans faute. Et Dieu sait si dans un tas de domaines, on va pouvoir éviter des tragédies, des souffrances, des difficultés, si le robot remplace l'homme pour un certain nombre d'activités. Non seulement quant à la pénibilité de certains travaux, mais aussi quant à la rigueur et à l'exactitude de certains actes qui sont posés. Combien de lacunes humaines sont à la source de conséquences graves, humaines elles aussi, et comment un robot pourrait à ce moment-là éviter des tragédies humaines. Il n'empêche, cette chair dont je vous parlais tout à l'heure, cette chair qui nous est propre, qui nous est commune, qui peut être peut-être augmentée, qui peut être transformée, mais qui est quand même la réalité de notre charnalité, notre humanité, a un point particulier qui est la vulnérabilité. Et c'est ce point que j'aimerais relever ici. Il me semble qu'il y a d'hommes que dans la vulnérabilité. Francis Collins, qui était le directeur du programme de décryptage du génome humain pendant 10 ans aux États-Unis, dirigeant plus de 5000 chercheurs sur le monde entier, raconte lui-même qu'il a été bouleversé en travaillant dans un hôpital africain, où il était seul médecin pour 500 patients, et qu'il voyait ces gens sans aucun moyen technique, sans aucun moyen scientifique, sans aucun personnel véritablement qualifié pour accomplir les choses. Et même s'il était qualifié, il n'avait pas la possibilité de soigner correctement. Et voyait ces gens chanter jusqu'à la fin, voyait ces gens sourire jusqu'à la fin. Et ça a ébranlé toutes ces certitudes scientifiques, ça a ébranlé toutes ces certitudes intellectuelles. La chair vulnérable de ces êtres humains qu'il rencontrait là-bas, cette fragilité de l'être humain, a ouvert au-delà de l'intelligence son cœur à la découverte de ses semblables, de ses frères et sœurs en humanité. Ronsard le disait déjà, donc si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme cette fleur, la vieillesse, fera ternir votre beauté. Voilà. Et vous savez, dans Leonard Cohen qui disait « Ring the bells that still can ring, forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. » Il y a une fracture, il y a une fêlure en toute chose. C'est par là que rentre la lumière. Dans un autre sens, Michel Baudrillard disait « Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. » Il y a une lumière qui ne rentre dans le cœur, qui ne rentre dans la vie, qui ne rentre dans l'humanité que par cette mystérieuse fêlure, cette mystérieuse pauvreté. Et quand Patrick Thor, un biologiste athée, avait essayé de réfléchir un petit peu sur Darwin, il avait écrit un livre qui s'appelle « L'effet réversible de Darwin », c'est Dominique Lambert qui me l'a fait connaître, et qui disait que finalement, à travers le processus d'évolution par sélection naturelle, on arrivait au terme de ce processus à l'émergence du plus vulnérable, du plus pauvre, du plus raté, si l'on peut dire, de celui qui émerge au terme d'un processus qui est juste le contraire de ce que la sélection naturelle aurait dû produire, l'être humain. Bien sûr, et on va compenser ça par la culture, mais il y a au terme de cela le moins adapté des êtres, le plus vulnérable des êtres, le moins disposé à se défendre et à s'installer, celui qui a besoin de plus de circonstances extérieures pour vivre. Et c'est cet être-là qui arrive au terme de tout ce processus évolutif. Et ça nous dit quelque chose, voyez-vous. Si la nature permet l'émergence de l'être humain au terme de ce processus, c'est qu'il y a une réflexion à avoir de cette vulnérabilité. Et je crois que ce qui va permettre d'humaniser cette humanité, c'est de revenir à cette vulnérabilité comme lieu propre de l'humain. Non pas dans la puissance technique, non pas dans la puissance intellectuelle, mais dans cette vulnérabilité qui peut faire surgir ou susciter l'amour. Alors, c'est là que la vulnérabilité est délicate, voyez-vous. La vulnérabilité peut être un lieu d'exclusion, de rejet, parce qu'elle me renvoie à ma propre vulnérabilité. Alors, c'est l'effet miroir, c'est les miroirs neurones, c'est le mimétisme, toutes les théories qu'on a pu avoir de Girard à Ougourlian ou à d'autres personnes. Cette fragilité me fait peur quelque part. Elle m'inquiète parce qu'elle va me rechercher au tréfonds de moi-même pour me dire « Mais qui es-tu, toi ? Est-ce que ce que tu parais est vraiment ce que tu es au fond de toi-même » Ou bien elle peut être le lieu d'une communion des personnes, lieu d'une découverte de quelque chose qui rassemble encore plus profondément que toutes les puissances intellectuelles ne pourront jamais le faire. J'aime beaucoup ce philosophe Alexandre Jolien qui est un film moteur cérébral et qui dit « Il est en institution pour personnes différentes, dit-il.
et dit « Tout bien considéré, l'être humain n'échappe-t-il pas par nature à toute définition et à toute norme? La beauté de chaque personne ne réside-t-elle pas précisément sa singularité, l'irrépétibilité de chaque être humain? Je raconte souvent qu'à ma sortie de l'internat, pour être différent, je m'étais livré à un jeu passionnant, à une sorte de quête insolite. Je voulais enfin découvrir l'être humain normal, comme mes camarades ne l'étaient sans doute pas, puisque nous étions tous handicapés. J'imaginais intérieurement que pour ma traque de l'objet convoité, j'aurais bien plus de chance à l'extérieur. À ce jour, je n'ai encore pas trouvé l'être humain normal. Cependant, je reste d'attaque et suis disposé à examiner toute candidature avec l'assurance amusée à ne jamais parvenir à mes fins. Voilà. Et donc, voyez-vous, là, il y a quelque chose qui se pose. Quelle éducabilité, on a parlé tout à l'heure de cette éducabilité du robot, de la robotique. C'est vrai que c'est une question délicate. Quelle éducabilité je vais donner au robot? Quelle valeur vais-je introduire dans le robot pour ses réactions, sa prise en compte de la vulnérabilité? On a vu pour ces personnes atteintes de troubles autistiques, on le voit avec des personnes âgées en dépendance, il y a quelque chose de fabuleux qui peut être fait. Cette étreinte, cette main, cette caresse, ce baiser ne sera pas nécessairement là et on ne pourra jamais s'en passer, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille faire. On ne pourra pas se déresponsabiliser de ce baiser. Gad Elmaleh disait, vous savez, dans un sketch sur le portable, disait « Alors tout le monde s'embrasse au portable. Ah ben tu l'embrasses, tu l'embrasses. Moi le bisou ici, dit-il. » Le grand-père qui demande à ses petits-enfants de lui donner le bisou ici. Et puis l'éducabilité, c'est vrai que c'est une question délicate. Comment les robots vont-ils pouvoir éduquer? Sébastien, tu parlais toi de ce travail auprès des élèves. C'est pas facile. Je lisais un jour ce texte que Tarzan est à moitié à poil, Cendrillon ne rentre pas avant minuit, Pinocchio passe son temps à mentir, Aladdin est le roi des voleurs, Batman roule à 320, La Belle au bois dormant est une flemmarde, Blanche-Neige vit avec 7 mecs, le petit chaperon rouge n'écoute jamais, Astérix se dope à la potion magique fournie par un dealer qui n'est rien d'autre que le curé du village. Donc, quelle éducation Pepper, Nao et Roméo vont-ils donner à partir de ça? Voyez-vous, qu'est-ce qu'on va donner, introduire pour qu'on éduque aussi à cette relationnalité, à cette valeur? Voilà. Alors intervient le dernier point que j'aimerais relever, c'est que finalement, voyez-vous, toute la technique et tout ce que nous avons à disposition n'est pas neutre. Günther Anders l'avait bien dit, il y a quelque chose qui est véhiculé de valeur, de perception, d'intelligence à travers tous les moyens que nous utilisons. Pendant longtemps, on avait dit la technique est neutre, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Or, ce n'est pas vrai. La technique véhicule une façon de penser, une façon de vivre, une façon de vivre personnellement et relationnellement les choses qui m'impliquent. Et là, on en arrive à cette question fondamentale, désormais, du choix. Un philosophe, Søren Kierkegaard, disait qu'il y avait 2 stades importants dans l'humanité, dans nos personnalités. Le stade esthétique, où finalement il y avait une sorte de potentialité infinie qui se développait. Et puis ce premier stade, qui est important et qui demeure d'ailleurs toute l'existence, doit être assumé, élevé par un deuxième stade, qui est le stade éthique. Le stade éthique ne consiste pas à développer toutes les potentialités qui sont disponibles ou qui sont possibles, mais à orienter ces disponibilités en fonction d'une finalité. Et cette finalité est le service de l'humanité, le service de l'autre, le service du bien commun, le service du bien vivre ensemble, le service d'un véritable progrès. Viktor Frankl, qui était ce grand psychiatre qui a vécu 3 ans à Auschwitz, disait « Beaucoup de gens ont des moyens pour vivre, mais pas beaucoup de raisons de vivre. » Comment toute cette technologie, toute cette science qui nous est donnée va pouvoir augmenter ces raisons de vivre, cette façon de vivre ensemble les uns avec les autres. Alors là, on est dans une autre logique. Si l'on va atteindre le point de singularité, vous savez que Ray Kurzweil avait parlé de la loi du retour accéléré, et ce retour accéléré qui reprend un petit peu la loi de Moore pour l'exponentialité de la capacité Internet et de la capacité d'ordinateur en particulier, on va atteindre le point de singularité vers 2045, dit-il 2046, où l'intelligence artificielle sera quasiment complètement exponentielle, dit-on. Oui, peut-être. C'était les grandes questions que se posaient d'ailleurs Bill Gates et Stephen Hawking en se disant, mais quand on arrivera là, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, peut-être qu'il s'agit d'anticiper ce point de singularité pour respecter non pas la singularité de ce point, mais la singularité de chaque être humain. Et comment chaque être humain, dans son niveau de responsabilité, est capable, lui aussi, d'apporter cette touche d'humanité. Non pas l'œil de verre, mais l'œil vivant, celui qui perçoit, au-delà des apparences, le cœur de l'homme. Merci.
Merci beaucoup à nos intervenants.